bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. On a tous quelque chose de Johnny. Ce soir, vous le savez, des yéyés aux années tubes, de Michel Berger à Jean-Jacques Goldman, au grand stade qu'il a rempli ensuite. C'est 57 ans de carrière que nous évoquons ce soir. Et puis évidemment, Alice, pour nous, Johnny, c'est aussi l'Amérique. Il y vivait d'ailleurs une bonne partie de l'année dans ce pays qui le fascinait littéralement. Et ce n'est pas pour rien si on le surnommait le Elvis français. C'est d'ailleurs en faisant venir d'Amérique des albums qui étaient à l'époque introuvables en France qu'il a découvert Elvis Presley. Tout au long de sa carrière, cette passion américaine, elle s'est manifestée, notamment avec l'enregistrement de certains de ses plus grands tubes dans des studios américains, à Memphis ou encore Nashville. Un amour qui n'a pas forcément été réciproque, car contrairement à Charles Aznavour, Johnny ne fascinait pas les Américains. Karine Bouteloup. Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain. Johnny l'américain, avec sa guitare et un déhanché à la Elvis, presque à s'y méprendre, malgré un accent bien français. Donc un peu les filles. Première présentation et ses quelques petits arrangements avec ses origines. Hallyday n'était pas son père, mais le mari de sa cousine. Finalement, peu importe, ce fut révélateur, car tout au long de sa vie, cette Amérique-là a fait battre son cœur. Son Amérique à lui, ça commençait évidemment par la musique, celle du King, du rock'n'roll et du blues, celle de Jimi Hendrix aussi, un jeune guitariste encore inconnu en France, qu'il engageait en 66 dans sa tournée. Mon Amérique à moi. Nul doute que l'océan est dès lors devenu tout petit pour Johnny, parti enregistrer à Memphis avec Jerry Lee, le grand Lewis, un album à Nashville, un autre dans les studios de Los Angeles, encore un concert unique à Las Vegas où il entraînait 7000 de ses fans français. Sa route, il l'a lui-même dessinée outre-Atlantique, enfourchant du même coup une moto mythique. Mon Amérique à moi. Des amis américains invités au Stade de France, jusqu'à ce petit bout de San Francisco au Parc des Princes, rien n'est trop beau, sauf peut-être cette gloire internationale qu'il n'aura pas connue. Johnny n'aura pas percé dans son Eldorado, mais grâce à son public, il aura vécu son rêve d'Amérique. Avant de nous séparer, Véronique Morten, je voulais me tourner une dernière fois vers vous. Je rappelle que vous êtes en direct du Grand Café à Vichy. Voilà, l'Amérique de Johnny, ça résonne en vous ? Mais bien sûr, parce que c'est un rêve intérieur, contrairement à Charles Aznavour qui a rêvé de conquérir l'Amérique, qui est allé faire des petites salles, qui est allé avec Edith Piaf, etc. Johnny, lui, il avait un rêve intérieur. C'est un rêve d'espace, déjà, et puis de la modernité, c'est GIs qui est arrivé, les soldats américains, le rock, le modèle James Dean, tout ça était un rêve d'espace. Johnny, l'Amérique de Johnny, c'est la route, la 66. Hein, c'est vraiment, on prend la moto et on roule et on s'en va. On s'échappe. Et puis, c'est aussi, bien entendu, en écho avec sa jeunesse, où il a grandi dans une famille de comédiens et de comédiennes, et avec Lee Hallyday, qui lui a donné son nom, qui lui a appris à travailler ce métier un peu à l'américaine aussi, parce qu'après toute la démesure de Johnny, la Tour Eiffel, le Stade de France, les choses qui ont été rêvées pour lui et avec lui, avait une dimension totalement américaine. Et ce qui est le plus désolant peut-être n'est pas la mort de Johnny en soi, puisqu'il restera tout à fait vivant, mais c'est peut-être l'effondrement du rêve américain avec l'arrivée de Trump aux États-Unis. Et ça, c'est un énorme choc.
En tout cas, je réalise en écoutant que son Amérique à lui était notre Amérique à nous. Il nous a aidé aussi à l'aimer. Merci beaucoup Véronique Mortaine d'avoir été avec nous pendant toute cette première partie d'émission. Michel Denisot nous a rejoint. Bonsoir Michel. Aujourd'hui directeur de la rédaction de Vanity Fair France. Canal+ rediffuse ce soir à 22h50 le numéro de votre émission Mon Zénith à moi avec Johnny. C'était en 1992. Nous en verrons des extraits dans quelques instants. Et puis nous sommes aussi avec Gilles Lhott, journaliste, photographe, biographe de Johnny Hallyday. Votre dernier livre, Gilles Lhott, Johnny le guerrier, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Vous l'avez souvent interviewé, Michel Denisot ? Oui, souvent, je ne sais pas combien de fois, mais notamment dans l'histoire de Canal. Il a été pendant 30 ans, depuis l'histoire de Canal, depuis le début, il était là dès le premier jour. Et puis un peu avant, quand j'ai travaillé, parce que ça faisait presque, on est de la même génération, donc j'ai pas débuté aussitôt que lui, mais je l'ai connu assez tôt, avec Yves Mourouzi notamment. Et les interviews avec lui, je pense que c'était pas ce qu'il aimait le mieux dans la vie. J'allais vous dire, ça devait être un peu déstabilisant, parce que donc, vous êtes un taiseux et plutôt impudique vous-même, et lui aussi. Alors, je me disais qu'il fallait... Je vous imaginais en train de préparer 66 fiches. Au bout d'un certain temps, c'était plutôt agréable. En tout cas pour moi, évidemment, mais j'avais l'impression que pour lui, c'était pas un supplice et qu'il y prenait un certain plaisir. En tout cas, il avait besoin d'être en confiance. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, il était en dehors du show, il était assez timide et réservé. En même temps, ça lui servait de carapace pour quand il n'avait pas envie de parler des choses timides, ce qui était assez confortable. Mais je pense qu'il était réellement et qu'il ne se livrait pas trop. Et parfois, il ne faisait pas d'efforts et parfois, il était là. Et donc, j'ai eu la chance quelquefois qu'il soit là. Alors, quel était le secret pour vaincre la pudeur et la timidité ? Je pense qu'il a toujours fait... C'est lui qui décidait ? Oui, il a toujours fait ce qu'il a voulu. Ce n'est pas les autres qui ont décidé pour lui, je pense, dans l'ensemble de sa vie. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Autant sur sa carrière, il n'y avait pas de marketeur qui lui disait « il faut faire ci, il faut faire ça » ou « il faut s'habiller de telle ou telle façon ». Il a fait ce qu'il a voulu, il a travaillé avec les bonnes personnes au bon moment. Il a toujours eu ça, c'était une forme de génie et ça faisait partie de son talent. Mais qu'est-ce qui le mettait en confiance, selon vous ? Je pense que c'était son grand bonheur, c'était la scène, quoi. Donc, il était heureux quand il était sur scène, même s'il y allait parfois en traînant des pieds ou qu'il faisait exprès d'arriver plus tard pour agacer Camus. Mais il était... la confiance... je crois la confiance, c'était la scène. Et après, dans la vie, je ne suis pas sûr qu'il était en confiance en permanence. Il avait une défiance vis-à-vis des journalistes, parce que les paparazzis lui ont couru après, les journalistes en même temps, l'ont critiqué. Il n'a quasiment jamais attaqué. Oui. Il a été beaucoup attaqué, beaucoup critiqué. Bon, il ripostait pas. Il avait pris son parti en disant ça fait partie du job et de mon lot. Oui. Et donc, en même temps, c'était une façon d'être proche des gens aussi. Il avait une capacité de positiver ce qui était difficile. C'était pareil pour les Guignols. Il n'était pas content de son Guignol. Et puis un jour, il a franchi le cap, il est venu chez Gildas et il a coupé le nez de la marionnette. Et du coup, la marionnette, il était plus fort que la marionnette. Donc, il a toujours été plus fort que l'adversité, je trouve, la plupart du temps. C'est le seul, d'ailleurs, qui a eu le droit de faire quelque chose avec ces marionnettes des Guignols, parce que les Guignols ont toujours été intouchables. Ça a été le seul à donner un coup de ciseau. Je peux vous dire que c'était intouchable, oui. Alors, la folie de Johnny, on a tous quelque chose de Johnny ce soir. Les chiffres sont absolument inouïs. Alice, 110 millions de disques vendus. Grâce à une voix, bien sûr, une gueule et un style aussi. Plusieurs styles qui ont marqué des générations. Cuir, denim, Santiago, combinaison à franges. Sur scène, il s'est sans cesse renouvelé. Il avait compris que les styles changeaient. Et il disait que la longévité d'un artiste, c'est la scène, c'est ça qui apprend un artiste à chanter. Regardez et écoutez surtout ces quelques moments sélectionnés par Ségolène Chaplin et Maude Teinturier. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie à combien tout seul je suis. Encore une fois? En anglais cette fois. Allez, tapez les mains. Ah oui, comme ça, c'est bien. Ah, c'est tout dans la hanche. Ah, c'est beau, ouais. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Or do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time he's here.
Laisse tomber ce bon John. Quand j'avais mal, même qu'elle pleurait, toi, malade, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Toi, malade, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Et dans le ciel, ça va le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Chance à celui qui veut l'entendre. Et dans le ciel, ça va le jour, c'était la peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. J'ai refusé. Évidemment, j'ai allumez le feu, allumez le feu. La flamme de vos yeux. Oh, allumez le feu. Alors Gilles Lotte, on l'a compris, la vie de Johnny Hallyday, c'est une histoire extraordinaire et c'est une carrière extraordinaire. On vient de le voir, les yéyés dans les années 60, les années des tubes dans les années 70, Berger et Goldman qui viennent aussi contribuer à relancer sa carrière dans les années 80, les grands stades dans les années 90. On a l'impression que c'est un phénix et qu'il renaît toujours de ses cendres. C'est comme ça qu'il se percevait, selon vous? Je crois que son génie, c'était surtout de savoir se réinventer à chaque époque. Et chaque fois qu'il se sentait en danger, qu'il était mal dans sa peau, il en changeait. Donc, il a su s'entourer, en plus, à chaque époque, des bonnes personnes. Ça a été Charles Aznavour dans les années 60. Ensuite, dans les années 70, on a quand même eu Labro, on a eu Michel Mallory, on a eu quand même Long Chris, qui était énorme. Ah oui. Donc, si vous voulez... Et ensuite, on passe à... encore du haut niveau avec Berger, avec Goldman, avec son fils même, avec qui il va faire un album. Et donc, il a toujours fait les bons choix. Il ne s'est jamais planté. Quand on dit qu'il n'a pas fait une carrière américaine, etc., je ne suis pas tout à fait d'accord. Défendez la carrière américaine de Johnny. Non, c'est pas un dossier facile, selon moi, mais bon. Non, parce que si vous voulez, à partir du moment où il signe avec Philips en 62, Philips a une succursale aux États-Unis. Il l'envoie aux États-Unis en 1962 et il va faire un disque là-bas. Il va enregistrer aux États-Unis, il va rencontrer des tas d'artistes. Il va même rencontrer des musiciens, il va avoir des rencontres qui vont être très importantes. Il n'a peut-être pas fait une carrière américaine, mais le premier, il a été aux États-Unis. Et quand il a relancé sa carrière en 2012, où tout le monde le disait mort, ruiné, à côté de la plaque, la ville dans laquelle il relance cette carrière, qui va devenir une carrière, une tournée internationale, puisqu'il va faire toutes les grandes capitales du monde. Il a démarré à Los Angeles, à l'Orpheum Theater. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il va même travailler avec l'ex-producteur de NTM, Sébastien Farran, le fils de Dominique et le petit-fils du créateur d'RTL, Jean Farran. Vous qui avez interviewé tous ces grandes stars du cinéma et de la chanson française, Michel Denisot, ce qui est frappant chez lui, c'est cette capacité à tourner des pages et à un moment ou un autre à se régénérer avec l'air du moment, que lui est le seul à pouvoir respirer
inspiré, parfois peut-être même avec de l'avance. Vous l'avez Ouais, perçu? c'est ça, il a les mêmes qualités que les grands champions. Les grands champions, on les distingue au timing et à l'anticipation. Et c'est exactement son cas. C'est-à-dire qu'il avait la bonne anticipation, que vous venez de le dire, les bons choix au bon moment, et à chaque fois, je pense qu'il les faisait même lui-même. Je ne suis pas sûr que quelqu'un avait de l'influence sur lui. Non, il a toujours laissé croire aux autres qu'il dirigeait sa carrière, alors que c'est lui qui a toujours été le patron. Voilà. C'est d'ailleurs un de ses surnoms. Donc, Camus, pas Camus, Coulier, pas Coulier, Farran, pas Farran. Hallyday fait strictement ce qu'il veut. Tout à fait, ouais. dans toute sa vie. Mais il a une intelligence instinctive, ouais. et le mec, c'est pas du tout une marionnette, c'est un montreur de marionnettes. Il est d'une intelligence diabolique. Dans les années 80, on sait que Nathalie Baye joue un rôle important, la médiation avec Goldman, Berger, etc. Elle était sur le plateau hier. Godard. Et on parlait tout à l'heure des retrouvailles avec le journal Le Monde, comme si entre les élites et les élites, pseudo-élites qui lisent Le Monde, comme si c'était réconcilié comme ça. À chaque fois qu'il y a eu des grands interviews, les deux grands interviews d'Hallyday, c'est la cocaïne avec Le Monde en 98 pour lancer le Stade de France, et La mémoire d'outre-tombe avec le Journal du Dimanche en 2011. Donc, si vous voulez, il a ses choix, il sait exactement qui fait quoi, comment il va faire, etc. C'est une intelligence instinctive redoutable. Mais David parlait de Nathalie Baye, on pense évidemment aussi à Laetitia. Est-ce que les femmes avaient une influence sur ces choix? Laetitia a contribué à le réinventer à partir du moment où il va avoir ses gros pépins de santé en 2009. Oui, c'est vrai. Elle va lui trouver toute cette nouvelle génération qui va démarrer avec M, avec Yodelis, etc. et qui va aboutir avec Sébastien Farran, Yarol Poupeau qui va complètement lui réinventer ses tubes, etc. Donc, si vous voulez, tout ça est très calculé. Et il n'a jamais été aussi haut que maintenant, alors qu'il était tombé tellement bas. Durer, c'est quasiment impossible. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de soi-même, beaucoup de blessures, beaucoup de sacrifices. C'est ce qu'il disait à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France en 2003, Michel Denisot. Oui, je pense que sa vie l'a prouvé, il l'a vécu et il racontait ce qu'il vivait. Et c'est aussi pour ça qu'il était populaire, qu'il est très populaire. C'est que les gens avaient l'impression qu'il ne trichait jamais avec le public. Et il n'a jamais triché avec le public. Il a toujours été sur scène plus qu'à bloc. Il a donné au-delà du raisonnable. Et c'est ce qui touche les gens, qu'ils le perçoivent directement ou inconsciemment. Ça touche tout le monde. Et il mettait la barre toujours de plus en plus haut, comme les champions aussi. Je refais le parallèle. C'est-à-dire qu'après avoir fait le Parc des Princes, qui était fabuleux pendant 3 jours, à traverser la foule, ce qui était impossible. Moi, j'y étais tout le temps. Et après, il a fait le Stade de France. Il voulait Vegas. Comment? Las Vegas. Et Las Vegas, oui. Donc toujours, il mettait la barre très très haut. Et on ne peut pas ne pas admirer ça. C'est donc ça, ce qu'on a appelé ce soir tous quelque chose de Johnny, c'est qu'il nous touche à un moment ou à un autre de notre vie. Et il y a cette proximité avec quelqu'un qui pourtant, et en même temps, paraît intouchable. Toute génération. Transgénérationnelle. Ouais, alors il était comment dans la vie? Johnny? Oui. C'était un mec génial. Le plus gentil mec du monde. D'une élégance folle. Timide, réservé, pudique. Et un mec bien. Ça veut dire quelque chose, mais un mec vraiment bien, quoi. Un peu désabusé parfois? Non, dupe de rien du tout. Ah, dupe de rien? Dupe de rien, en 2 secondes, avec ses yeux de loup, il vous laserise, il sait exactement qui vous êtes et si vous l'intéressez ou pas. Ouais, c'est comme Depardieu, pareil. C'est-à-dire qu'en un regard, il sait qui vous êtes, quoi. Mais qu'est-ce qui l'intéressait chez les gens? Parce qu'il a fait ce métier aussi par amour. Il y a des concerts qui commençaient. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ce soir? Mais est-ce qu'il s'intéressait aux gens et qu'est-ce qui l'intéressait chez les autres? Ce qui compte chez Johnny, c'est même sur scène, c'est un mec, c'est la combustion. C'est un mec qui va se consumer et il va chercher chez les autres peut-être ce qui lui manque ou peut-être ce qui va l'intéresser, c'est-à-dire les gens qui vont lui amener quelque chose. Hallyday, c'était un vampire énergétique. Et il prenait que les bons filets, hein, il ne se trompait pas. Donc, si vous voulez, c'est un mec qui faisait ses choix. Et il avait un génie pour choisir les gens, ce que je vous disais tout à l'heure. Il se trompait rarement. Dans les choix de ses musiciens, par exemple, quand il va à New York, il va trouver Joey Greco.
Et avec Joey Greco, ils vont faire Joe et les Showman juste avant qu'ils partent au service militaire. Et ils vont faire l'album de rock'n'roll pur et dur qui s'appelle Johnny revient, alors qu'il part au service militaire. Les rocks les plus terribles et qui est l'un des albums les plus fabuleux de Johnny. Alors, il était tellement populaire qu'il a des dizaines de sosies. Et là, nous sommes en duplex avec Richie Hallyday. Bonsoir Richie, vous êtes le sosie reconnu et apprécié par Johnny Hallyday. C'est officiel. Mais oui, officiel en quelque sorte, tamponné. Vous avez même gagné les championnats de France des sosies. J'imagine ce soir votre grande tristesse et on a envie de vous entendre nous parler finalement de celui que vous avez croisé et qu'il soit vivant. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce que vous ressentiez lorsqu'il était près de vous ? Bonsoir. En fait, je pense que tout a été dit aujourd'hui. C'est un mercredi noir. Personnellement, je suis complètement dévasté. Je suis très ému, je bafouille toute la journée, j'ai bafouillé, j'arrive pas à... On savait, on s'y attendait, on le savait de toute façon que c'était une question de jour. Maintenant, on a toujours cette petite case qui s'appelle espoir, qui s'appelle miracle et qui s'ouvre de temps en temps. Bon, pour Johnny, comme chacun sait, cette case miracle s'est ouverte déjà quelques fois dans sa vie. Et là, on attendait qu'elle s'ouvre. Malheureusement, non. Bon, ben, c'est terminé. Une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il ne souffre plus, comme on dit pas mal d'interlocuteurs. Il ne souffre plus, c'est déjà quand même quelque chose d'important parce que je sais, d'après des sources sûres, qu'il souffrait énormément ces derniers temps. Vous allez reprendre le flambeau, parce que, voilà, est-ce que vous vous êtes posé la question ce matin en apprenant sa disparition, de savoir si il fallait que ça continue ou au contraire peut-être arrêter? Absolument pas, c'est pas du tout d'actualité en ce qui me concerne. Je suis d'ailleurs demain en gala à Lille, à la frontière belge. J'ai appelé ce matin les organisateurs pour savoir s'ils voulaient annuler ou pas. Ils m'ont dit non, donc je vais faire mon métier qui est celui de Johnny Hallyday, apporter du bonheur à des centaines de gens qui ne l'ont jamais vu. Moi, je vais continuer à travailler, puis c'est tout. Après, je me pose pas la question de ce qui va se passer ou pas. Quelques productions m'ont déjà appelé. Je ne supporte pas ce genre de requins. J'appelle ça des requins. Et il y a une quinzaine de jours, lorsque Johnny va partir, est-ce que vous voulez qu'on organise une tournée hommage? Je dis, attends, c'est bon, quoi. Il est encore là, c'est tout. C'est insupportable, ce genre de personnes qui sont... Qu'est-ce que vous allez dire au public qui va venir vous voir demain, justement, dans ce concert qui est maintenu? Ben, si j'arrive à tenir, à ne pas pleurer, déjà, ça sera une bonne chose, parce que j'ai pas arrêté de la journée. En lisant tous les messages de condoléances qu'on m'envoie, il est évident que c'est difficile de tenir sans pleurer, quoi, sans verser la larme. Pour moi, Johnny, c'est toute ma vie. Donc, et ce que je vais dire au public demain, je ne sais pas. On verra sur place, on verra sur le moment donné. J'en sais rien du tout, j'en sais rien. Je sais qu'il va y avoir quand même pas mal de larmes, c'est une évidence, quoi. Comment on décide de devenir le sosie de Johnny Hallyday? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça se déclenche et on dit, allez, ça va être ma vie? Ben, disons que c'est pas une décision personnelle, c'est une décision d'autrui, quoi. Ce sont les proches, surtout. Moi, j'ai toujours travaillé dans des orchestres, j'ai toujours été musicien, et très souvent, on me disait, tu ressembles à Johnny, t'as la voix de Johnny, pourquoi tu montes pas un show Hallyday? Bien un jour j'ai décidé de le faire et puis ça fait 25 ans que je suis sur scène à apporter du Johnny, à chanter du Johnny à tous ceux qui ne l'ont jamais vu. Et voilà, c'est pas une décision que j'ai prise personnellement au départ, quoi. C'était pas prévu, malgré que je sois un fan de la première heure quand même, hein. J'avais 11-12 ans quand Johnny est arrivé. On se rappelle tous qu'on a vu une chaîne de télé en noir et blanc et puis Lino Renaud était là, Tino Rossi était là et puis il nous arrive ce jeune, ce blond, qui nous apporte du rock'n'roll des Amériques, comme on disait à l'époque. Puis voilà, il était beau, il était jeune, il faisait du rock'n'roll, toutes les filles à ses pieds. C'était lui, et personne d'autre, quoi. Il a révolutionné le rock'n'roll français, la variété française. Il nous a apporté des choses qu'on était loin d'imaginer. On avait un petit transistor à l'époque, si vous vous rappelez bien, où le grésillement était plus fort que la musique qu'on entendait. On écoutait Elvis Presley, malheureusement très mal. Et grâce à Johnny Hallyday, comme a dit Philippe Manœuvre ce matin, il nous a apporté un petit peu des États-Unis, un petit peu d'Amérique en France, quoi. Vous l'avez rencontré, Johnny?
Oui, j'ai rencontré Johnny, bien sûr, plusieurs fois. Et quand la première fois, c'était en 1978. Raconte quoi? Non, c'est quand Richie rencontre son idole, ce qui est tout à fait différent. C'était à Cannes, ça s'est passé à Cannes, je vivais à Cannes à cette époque-là, j'ai été complètement paralysé, j'ai pas pu sortir un mot, hein, c'était pas possible pour moi. J'ai à peine dit bonjour, monsieur Johnny, et voilà, quoi. Il m'a regardé en souriant parce que j'étais un petit gamin quand même. Et il m'a dit ça va, et oui, ça va, en bégayant bien sûr. Ça a été ma plus belle des rencontres, et puis la dernière qui a été la plus belle, c'est-à-dire la première et la dernière qui était l'année dernière, lors du tournage de Chacun sa vie, le dernier film de Claude Lelouch, où j'ai eu le privilège et le bonheur de tourner avec lui, de tourner en sa compagnie quelques scènes. Et quand il y a Johnny à côté de moi, évidemment, ça fout la chair de poule, quoi. J'en ai encore des frissons d'en parler, quoi. C'était un énorme plaisir, c'est irracontable, c'est quelque chose qu'il faut vivre, que j'ai vécu, grâce à M. Claude Lelouch, qui lui-même est venu me chercher, c'était extraordinaire. Je me suis dit, il a vraiment pas d'équipe, il est tout seul à travailler ou quoi. Monsieur Lelouch est venu me chercher, ça c'était un énorme souvenir. Merci beaucoup Richie Hallyday d'être intervenu dans l'émission. On va continuer à parler de cinéma, Alice, Merci parce que Alice, à l'origine, Johnny voulait être acteur et c'était même sa toute première vocation. Pour Johnny, son vrai premier film, c'est Détective de Jean-Luc Godard, sorti en 1985, où il joue aux côtés de Nathalie Baye. Il va enchaîner plusieurs rôles, mais sa carrière ne prend pas. Alors au début des années 70, Johnny laisse tomber le 7e art. Il y reviendra plus tard lorsqu'il sera une grande star de la musique, notamment dans le 5e film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll. Il est aux côtés de Marion Cotillard. Dans ce film, un homme qui s'est fait larguer parce qu'il n'est pas assez rock va demander à Johnny comment le devenir. Extrait. Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock'n'roll is dead ». Ce qui veut dire « le rock'n'roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends? Et tu sais, à part moi, il ne reste plus grand monde. C'est très difficile d'être rock aujourd'hui. C'est plus vraiment la tendance. Aujourd'hui, c'est plutôt sport, bio. C'est devenu ringard de péter une chambre d'hôtel. Non, allez, crois-moi, ça ne te servira à rien. Et de toute façon, il est trop tard pour toi maintenant. Comment ça, trop tard? Mais on est devenu trop vieux pour toutes ces conneries. C'est plus de notre âge, tout ça, non? Bon, ouais, enfin, moi, je suis encore dans la quarantaine. Hein. Ouais, bon, d'accord. Bah, tu sais, à 10 ans près. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça va te servir à rien. Tu es très bien comme tu es. Pourquoi tu veux changer? Ah, c'est marrant, bébé. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je ne supporte plus la fumée des autres. Ça. Ce qui est dingue, c'est que ça fait 2 mois que t'as arrêté de fumer et que tu sens toujours le tabac. Ça caille, non? Je vais allumer le feu. Allumer le feu. Alors, cette séquence est formidable parce que ce film de Guillaume Canet est très bon, mais il a poussé l'autodérision. Je pense qu'aucun artiste français ne l'a jamais fait. Donc il a beaucoup d'humour et c'est une preuve, je trouve, de très grande intelligence. Il faut de l'humour et de l'intelligence. Et de l'intelligence, très grande intelligence. Ça a peu été mis en avant, mais ce garçon, tous ceux qui l'ont connu disent mais il était d'une extrême finesse. Ouais. Il avait beaucoup d'intelligence et c'est pas parce que son expression orale parfois pouvait paraître embarrassée, mais c'est bien ce que vous avez vécu avec lui dans les échanges et au jour le jour. Complètement, complètement. Oui, il était vraiment, je trouve, d'une très grande intelligence. Il avait un instinct particulier qu'ont tous les très grands. Et quand il avait quand il voulait pas faire d'efforts, il n'en faisait pas. Alors c'est là où on disait ouais, mais bon quand même. Mais il n'en avait rien à foutre. Mais il était d'une intelligence extrême. Il s'intéressait à l'actualité. Est-ce qu'il lisait beaucoup? Est-ce qu'il avait aussi cette culture-là ou pas du tout? Quand il avait envie, ouais, il avait vraiment l'envie d'avoir envie. C'était sa vie, quoi. Il a toujours fait ce qu'il avait envie de faire et il s'intéressait à l'actualité. Il a eu des relations avec tous les présidents de la République. Je pense que ça le flattait, quel qu'il soit. Il était toujours un peu sympathisant, mais pas trop non plus. Et voilà, il était indépendant et politiquement prudent.
pense qu'il s'en foutait un peu. Il a résumé les choses. Franchement, il s'en foutait. Il n'était pas dupe du jeu. Il a dit, j'ai une sensibilité de droite. Ce que je trouve une façon d'exprimer les choses assez, finalement... Mais il a compris que les artistes qui s'approchaient trop près de la politique se brûlaient et qu'ils y perdaient tout le temps, quoi. Il en parle dans l'émission qu'on va diffuser ce soir de ses relations avec les politiques. Bon, il n'atteint pas grand-chose. Alors, j'ai une réponse à votre question. Je vous écoute. Ben oui, dans son autobiographie, j'ai le niveau de culture de ceux qui ont appris par eux-mêmes, dans des bouquins et en fréquentant des milieux différents. Il y a deux catégories d'individus, des imbéciles qu'on ne changera jamais et d'autres qui voudront s'adapter. Si être un télo, c'est s'adapter, alors ok, j'en suis un. Ça, bonne réponse. Hein, c'est extraordinaire, ça. Ouais, c'est toujours adapté. Il s'est toujours adapté et il a fait de l'adaptation, c'est comme s'il avait toujours tout décidé, parce qu'il décidait quand même. Gilles, qu'est-ce qui l'indignait s'il s'intéressait au monde, s'il voyageait? Est-ce qu'il y a des choses qui l'indignaient? L'injustice. Et lui qui était le plus grand menteur, le mensonge. Ah, il mentait. C'était le roi des menteurs. Ouais. Il mentait comment? Avec quoi? Il mentait, il a appris à mentir en Italie, il a appris à mentir dans toutes ses tournées avec un beau pays. Avec les Hallyday à Londres, etc. C'était devenu un... Gilles, racontez-nous un mensonge de Johnny. Il mentait sur quoi? C'est très intéressant, ça. Donc, il pratique le mensonge facilement. Il balançait... C'était le roi de la rumeur et de la fausse rumeur. C'est-à-dire que dans son entourage, quand quelqu'un balançait, puisqu'il y avait toujours quelqu'un qui balançait, il lançait une fausse rumeur, il voyait où ça arrivait, il savait exactement qui c'était, ou alors c'était lui qui balançait la rumeur pour savoir si elle allait arriver et où elle allait arriver. Mais à ce moment-là, il coupait des têtes? C'est-à-dire que si quelqu'un qui parlait à la presse... Ça dépend si ça l'amusait. Généralement, c'était lui le premier qui parlait à la presse, il s'arrangeait pour en parler, parce que c'est quand même le mec qui a mis sa vie en scène. Au monde, ça n'existe pas, mettre sa vie en scène comme ça. Elle ne lui appartient pas. On était au courant de tout, de ses mariages, de ses déboires avec le fisc, de ses problèmes de drogue, de boissons, de rendre une fille jalouse. Il était énorme, c'était un manipulateur de génie de la presse. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Alors, Johnny le guerrier, c'est le titre de votre livre, mais en fait, et l'un et l'autre, vous nous dites qu'il maîtrisait tout, parce que vous savez, on a longtemps eu l'impression qu'il s'était fait avoir, pardonnez-moi, mais qu'il s'était fait avoir par ses producteurs, qu'on abusait de lui, qu'il y avait autour de lui tout un univers de gens qui vivaient sur son dos et qui se seraient aussi parfois laissés abuser par les femmes. Ce soir, vous nous présentez un Johnny extrêmement différent et très loin de tous ces clichés. Oui, parce qu'il était comme ça. On n'est pas ce que on a dire, je pense la même chose tous les deux. On n'est pas 58 ans tout en haut si on n'est pas un génie, quoi. Ah, si on a du talent et un talent à exploiter, ça peut durer longtemps. Oui, mais il avait tout. Moi, je trouve qu'il avait tout. Moi aussi. Sylvie, Nathalie... Il avait tout quand il fallait. Voilà. Sylvie, Nathalie, Laetitia, on se dit que ce sont les trois femmes de sa vie, pour un homme qui a par ailleurs beaucoup séduit. Vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord avec ça. Et avec il a beaucoup séduit, oui, si Mick Jagger est l'homme aux 4000 conquêtes, lui, il n'en est pas loin non plus. Hein. Oui, mais les femmes qui ont compté dans sa vie, les trois femmes, oui, je suis d'accord avec vous. Yves disait qu'il a beaucoup séduit. J'ai lu aussi des propos de lui qui racontent qu'au début, avec les femmes, c'était compliqué. C'était une grande gigue, il était mal à l'aise avec les femmes, il ne savait pas trop quoi faire de son corps. C'est ça où il est menteur, oui. Je me suis fait avoir. Puisqu'il est menteur, on va maintenant découvrir un extrait de Mon Zénith à moi. Johnny a le trac, et nous sommes en 1992, c'est très intéressant. Quand c'est le moment, quand je suis prêt et tout, bon, j'ai aucune raison de ne pas y aller tout de suite. Quand je suis prêt et tout, j'ai une espèce d'angoisse qui m'étreint à la gorge. Encore aujourd'hui? Ah oui, toujours, oui, ça ne me quitte pas. Et puis, si vous voulez, je retarde le dernier moment vraiment pour y aller, pour être en état d'urgence. Quand je prépare un spectacle, par exemple, je pourrais le préparer un an à l'avance, c'est-à-dire travailler avec le musicien un an à l'avance, et puis fin prêt, fin rodé pour aller sur scène sans aucune bavure, sans aucun problème. Mais je retarde toujours les répétitions au dernier moment parce que j'ai besoin, moi, pour travailler, j'ai besoin de cet état d'urgence, et pour travailler corps et âme dedans.
J'ai besoin de ça. Mais vous faites flipper tout le monde en faisant ça. Mais oui, mais enfin bon, alors à ce moment-là, moi c'est ma façon à moi de fonctionner. Ouais, et ça ne changera jamais. Donc Jean-Claude Camus, il faut qu'il s'y fasse. Non, mais attention, quand il dit non, parce que Jean-Claude Camus, il connaît le système maintenant. Donc il vient un quart d'heure à l'avance pour me dire c'est prêt. Ouais. Donc finalement, mais vous le savez. Mais comme je le sais, je fais traîner. Mais j'arrive à l'heure sur scène. Ouais. Mais lui, il s'angoisse. Ouais. Et c'est-à-dire, entre la loge et la scène, il paraît que si vous trouvez quelqu'un, le concierge du théâtre, vous pouvez discuter 20 minutes avec lui. Oui, je discute, le pompier, ou bon, ou quelqu'un que j'ai pas vu depuis 10 ans. Ou que vous connaissez pas. Ou je ne connais pas. Non, parce que comme je suis stressé, j'ai besoin de parler avec quelqu'un avant. Avec Camus, je ne peux pas parler. Avec Camus, c'est oui, Johnny, tu me diras ça plus tard, monte sur scène. Alors je parle avec quelqu'un qui, au moins, ne va pas me stresser. Ouais, et vous parlez de n'importe quoi. Oui, n'importe quoi, comment ça va, vos enfants vont bien, bon, c'est très bien, restez là, je vous reverrai à la retraite. Ouais. Bon. Est-ce qu'à un moment donné, au moment d'entrer sur scène, vous avez envie de faire marche arrière et de vous casser? Non, jamais, parce que. Non, jamais, bien sûr. Il vous dit des choses étonnantes, là, non? Oui. Oui, ça a été fait en 92, et c'est vrai que j'ai revu l'émission avant que Canal la diffuse ce soir. J'avais l'impression que ça a été fait hier, quoi. C'était, je sais pas, vous le connaissez aussi, et c'est pas daté, quoi. Non. Mais surtout, on retrouve ce que vous nous décriviez il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'une forme d'intelligence... C'est un manipulateur. Et voilà, oui, il joue aussi avec les Je crois que c'est la vie d'un joueur aussi. C'est le montreur de marionnettes, c'est un Machiavel. Il est un peu roublard. Dans tous les sens du terme, quoi. Tout à fait, oui. Il y a de la roublardise parce que... Il connaît la musique quand même depuis l'âge de 4 ans qu'il est sur scène. Hein. Donc il a roulé, on ne lui fait pas. Et juste avant, il explique que s'il prend son temps avant d'entrer en scène, c'est aussi pour énerver Jean-Claude Camus. Ouais. C'est pour le faire marrer. C'est pour le déstresser aussi en même temps. C'est un tout. C'est pour lui montrer aussi qui est le patron. Qui est le patron, voilà. D'où elle est venue cette formule, cette question qui est devenue légendaire? Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ce soir? D'où ça vient, ça? Ça vient de cette période de Noir c'est Noir, cette période où il a failli perdre Sylvie plusieurs fois de suite et qu'il a besoin de se mettre en scène et de faire pleurer son public. Et il se met sur scène et il joue. C'est un acteur, il est déjà acteur. Il est aussi, on le retrouve on va le retrouver s'il est bon dans le théâtre, quand il a fait Chicken, alors qu'il n'avait jamais fait de théâtre, parce que c'est un acteur né. Donc il fait pleurer son public. Je suis seul. Y a-t-il quelqu'un qui... Mais comme ça, il joue la scène du 3 et c'est gagné tout de suite. Il n'a plus qu'à enquiller derrière. Michel Denisot. Oui, ben c'est un séducteur aussi. Enfin, il va chercher ce qui vient d'être dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'aime ce soir, il sait parfaitement que le public qui est là n'attend que ça comme question pour répondre. On est là, quoi. Je suis seul. Je suis seul, ouais. Et il laisse à penser à tout le monde que tout le monde peut être... peut avoir l'exclusivité d'un lien avec lui. Alors, ce qu'on voit dans cette émission ce soir, quelles sont les autres surprises? Sur quoi vous avez envie d'attirer notre attention dans ce zénith? Vous, ce qui a pu vous surprendre d'ailleurs au moment où vous avez fait vous avez parlé des femmes. À un moment donné, j'ai dit est-ce que vous avez rencontré la femme de votre vie? Il me répond je vous répondrai plus tard. Voilà, donc c'est affaire en cours. Et donc il est très habile pour répondre là aussi. Plutôt, il dit rien de désagréable, mais il y a une forme de prudence sur sa situation sentimentale de l'époque. Et puis il parle... Il vivait déjà avec Laetitia? Ah non. 92, non. Pardonnez-moi, oui, 92, c'est un peu... Il y a un moment qui va être bouleversant dans l'émission en fonction des circonstances, en fait. C'est qu'à un moment donné, vous lui demandez... vous êtes une légende de votre vivant. C'est au début de l'interview, on ne va pas dire ce qu'il répond, mais c'est formidablement touchant d'entendre sa réponse parce que beaucoup de pudeur et de modestie encore, on a l'impression que ça lui est tombé dessus et qu'il assume, quoi. Et puis sa mort avait déjà été annoncée en 1981 une première fois, donc on parle par l'AFP en plus. Oui, par l'AFP, donc il en a entendu, il en a vu, il a pris beaucoup de coups. Et voilà, il est passé à travers des épreuves terribles aussi dans sa vie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir de Johnny Hallyday qu'on n'a peut-être pas dit ou qui vous touchez particulièrement, Michel Denisot, ou qui peut être une image C'est toujours difficile. Quand quelqu'un meurt, on a toujours tendance à parler de soi, donc j'essaye de l'éviter. Mais
C'est difficile, en fait, de ne pas parler de soi quand on parle de Johnny Hallyday, puisqu'il a accompagné notre vie. Moi, je suis quasiment le même âge, donc le premier disque que j'ai acheté, c'est Souvenir. J'ai acheté Kilowatts après. Moi aussi, bon, d'accord. Et donc, je n'ai pas parlé de moi, donc mais je viens de le faire. Donc, c'est très... donc, non, moi, je pense que j'écouterai toujours Johnny Hallyday comme des millions de gens. Je crois que des millions de gens sont tristes aujourd'hui et des millions de gens ont envie de l'écouter encore aujourd'hui pour l'éternité, quoi. Gilles Lotte, voulez-vous nous dire une dernière chose sur Johnny avant qu'on se sépare? Oui, c'est ce qu'a dit Hugo Frey tout à l'heure, quand il a dit « Forever Young ». Johnny Hallyday restera toujours jeune et il sera toujours là. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Donc numéro exceptionnel de Mon Zénith à moi ce soir, rediffusé à 22h50 sur Canal+. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Dans quelques instants, je vous le rappelle, alors ça vous intéresse vous aussi, bien entendu, le choc de la Ligue des Champions, le football, FC Porto, AS Monaco. Tout cela commence comme de bien entendu avec le Canal Champions Club, Hervé Matou et ses invités. Et puis 22h50, donc Mon Zénith à moi avec Michel Denisot. Nous, on va se séparer avec nos amis les Guignols qui ce soir avaient décidé d'être affectueux et tendres avec Johnny. À demain. À vous autres, fans tristes qui lui dites adieu, qui mettez tant de grâce à allumer le feu, il faut qu'une main posée sur une guitare vous pousse vers l'envie, cette voix forte et familière. On a tous quelque chose en nous, n'a que Johnny. Sa grosse Harley qui transperce la nuit. Sa tête de loup avec des yeux bleu-gris. Plein de tatous avec son style à lui. Quelque chose n'a que Johnny. Cette voix fait rougir Pavarotti. Il y avait de l'amour à Saint-Barthélemy. Tellement d'amour avec Mr. Hallyday. Quelque chose en nous n'a que Johnny.